Bonjour, bienvenue sur le blog Acteur de votre vie. Et j'ai la chance, vraiment le privilège dans le cadre de mon défi 12-12 de pouvoir interviewer mon mentor dans le blogging et certainement l'un des blogueurs les plus célèbres de France, vous l'avez sans doute reconnu aussi, Olivier Roland. Et Olivier, je vais donc t'interviewer sur le thème du leadership, comme je te l'ai expliqué. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition du leadership? C'est tout simplement le fait de leader des personnes vers un but particulier, tout simplement. J'ai beaucoup aimé le livre Tribu de Seth Godin, que tu as peut-être lu. Pas encore. Pas encore, mais et en gros il explique que voilà, à notre époque maintenant c'est beaucoup plus facile qu'avant de rassembler des gens autour d'une thématique commune, alors qu'avant, par exemple, si on était intéressé, j'en sais rien moi, les carottes du Mexique, je dis n'importe quoi, quand on était en France ou en Belgique, ça pouvait être assez compliqué avant l'ère Internet de rassembler des passionnés de ça, alors qu'aujourd'hui avec Internet, eh bien c'est beaucoup plus facile. Il suffit de lancer un blog sur les carottes du Mexique, peut-être de créer un forum sur le sujet, et s'il y a des gens qui sont passionnés par ça, ils vont à un moment ou à un autre tomber sur le blog, tomber sur le forum, et ça va créer une communauté comme ça autour de ça. Et voilà, en gros il dit l'ère Internet c'est l'ère d'innombrables tribus sur tous les sujets, et toutes ces tribus ont besoin d'un ou plusieurs leaders, donc des personnes qui sont là déjà pour les rassembler au début, et aussi pour les guider dans leur passion, dans ce qui les intéresse, pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà la meilleure manière de faire, voici les bons plans, etc. Voilà. C'est ça. Et donc toi alors, tu es leader au moins dans 3 domaines, puisque tu as 3 blogs de référence, c'est bien ça? Oui. Alors oui, j'ai un blog donc, sur les livres qui s'appelle Des livres pour changer de vie. Alors est-ce que je suis un leader en termes de livres? C'est une bonne question. Je sais pas, mais j'espère en tout cas que j'influence. Enfin, j'essaie vraiment avec ce blog d'encourager les gens à lire plus et plus de bons livres de non-fiction justement, et pas seulement des livres de fiction. Alors c'est bien de lire des livres de fiction, moi j'adore ça, mais pendant des années j'ai lu que ça, et quand je me suis mis à lire des livres de non-fiction et j'ai vu tout ce que ça m'a apporté, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse passer le message parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui peut vraiment changer nos vies. L'autre blog, c'est sur le blogging. Donc là où effectivement, je pense quand même avoir une certaine influence sur le blogging professionnel. Sur moi, par exemple. Et l'autre blog, ça s'appelle Habitudes Zen, qui propose majoritairement des traductions d'un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Leo Babauta, et qui est à propos de la méditation, du bonheur, comment avoir une vie plus lente, qu'on apprécie plus, ce genre de choses. Voilà. D'accord, donc si je résume ta pensée, un leader est quelqu'un qui fédère une communauté. C'est un bon résumé? Oui, qui fédère une communauté, qui guide, qui aide, en fait, qui apporte une valeur à des gens qui sont intéressés par cette thématique commune, qui leur apporte quelque chose de plus que s'il n'était pas là. Et c'est pour ça que c'est un leader en fait. Qui leur apporte quelque chose de plus que s'il n'était pas là. Sinon, ça ne serait pas un leader. Sinon, ça ne serait effectivement pas un leader. Si les gens ne le suivraient pas. Et toi, avant d'être reconnu comme une autorité dans le blogging, quels ont été, ou quels sont encore d'ailleurs les leaders qui t'ont influencé? Alors, moi je me suis essentiellement formé sur le web anglo-saxon, parce qu'à l'époque en France il n'y avait pas grand chose malheureusement sur le sujet. Donc j'ai suivi des personnes comme Yaro Starak, qui est un blogueur australien. Il y a eu aussi Jeff Walker, un inventeur d'appareil Launch Formula. J'ai interviewé sur mon blog. Il y a eu Tim Ferriss qui a une énorme influence dans ma vie grâce à son livre La semaine de 4 heures. J'ai eu la chance aussi d'interviewer d'ailleurs. Et enfin voilà, on va dire que c'est mes principaux mentors, c'est ceux qui ont eu un impact vraiment important dans la vie. Il y a eu Seth Godin, j'en ai parlé. Finalement, j'ai eu beaucoup de mentors à travers les livres, mais les principaux c'est ceux-là. C'est Yaro Starak, Jeff Walker, Tim Ferriss, un peu Seth Godin. Je pense que j'en oublie pas. Alors j'ai aussi un Français qui s'appelle Sébastien Marcodeur Français. Oui, que je connais aussi. Voilà, qui m'a. J'avais la connaissance théorique du marketing et de produits Launch Formula, mais c'est lui qui m'a vraiment permis de la mettre concrètement en œuvre. Très bien. Et est-ce que tu penses que le leadership est quelque chose d'inné ou que ça peut s'acquérir, se travailler? Moi j'adore cette citation de Seth Godin dans ce qu'il dit dans ce livre Tribu. Il dit la plupart des gens pensent qu'il faut du charisme pour leader. Mais ils se trompent, en fait c'est l'inverse. C'est le simple fait de leader vous donne du charisme. Ah, d'accord. La fonction crée l'organe. Le fait de leader, à un moment ou à un autre, de toute façon, si vous êtes passionné par quelque chose, que vous vous investissez dans un domaine, vous allez devenir bon. Normalement, si on allie à la fois la passion et le travail, la focalisation, la concentration dans un domaine particulier, on va devenir bon, on va être connecté avec un nombre plus ou moins important de gens. Et je veux dire, à partir d'un moment, ça devient plus ou moins automatique, on apporte de la valeur aux autres. Ne serait-ce qu'aux débutants qui se lancent chaque année dans ce domaine-là. Et
pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui deviennent des leaders de manière naturelle, sans même y penser en fait, à devenir. Elles ne se mettent pas un objectif concret en disant je veux devenir leader de mon marché ou je veux juste apporter, donner aux gens. Et à contrario, il y a des personnes qui ont une expertise incroyable mais qui ne savent pas la communiquer, qui ne savent pas la vendre, qui sont experts dans leur chambre et qui ne communiquent pas là-dessus malheureusement. Alors elles sont bonnes dans leur domaine, quand elles pratiquent ce domaine, elles sont excellentes, elles sont vraiment très bonnes, mais elles n'enseignent pas tout ce qu'elles connaissent, voilà. Et elles ne partagent pas ça et c'est bien dommage. Et il y a beaucoup plus d'experts qu'on ne le croit. Je pense que peut-être pas tout le monde, mais quand même une grande partie de la population est experte en au moins une chose et qu'elle pourrait très bien, toutes ces personnes pourraient enseigner ces choses-là sur un blog, à travers une formation vidéo, dans un livre. C'est d'ailleurs l'enseignement de Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Il dit devenez un expert et trouvez votre niche. Exactement. Très bien. Donc, jusqu'ici, on a parlé de toi en tant que leader d'une communauté, de plusieurs communautés à travers essentiellement la blogosphère. Mais tu es aussi un entrepreneur. Il y a des personnes qui travaillent pour toi, en freelance ou probablement directement sur ton payroll. Et quel type de leader es-tu dans le cadre de l'entreprise avec tes gens, avec les personnes qui immédiatement collaborent avec toi? D'accord, donc là tu parles plutôt du leadership en management. Leadership en management, effectivement, le people management. Quel type de leader es-tu? Alors, tu veux que je te donne mon fonctionnement au quotidien? Disons les grands principes qui te guident. Écoute, moi le principe de base que j'utilise, c'est celui que donne Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Qui est en gros que j'essaie d'automatiser un maximum de choses et de faire en sorte que toutes les tâches que je ne peux pas faire soient faites par d'autres, soit des logiciels, soit des êtres humains. Voilà. Donc, soit automatisé, soit externalisé. Et j'utilise une méthode qui s'appelle Work the System, c'est aussi un livre de Samuel Carpenter qui explique en gros comment faire en sorte que nos employés n'aient pas besoin sans cesse de nous demander des choses. Et donc en gros ça passe par l'utilisation de procédures. C'est un sujet qui est un petit peu, le fait de mettre tout ça en place c'est un petit peu ennuyeux, en gros il faut décrire chaque tâche de manière précise comme ça en fait les prestataires, les employés etc. savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils suivent le cahier de charge. C'est ça. Alors il y en a qui n'aiment pas trop cette approche, notamment Seth Godin a fait tout un livre qui s'appelle Êtes-vous un Lipschkin, si je me rappelle bien, qui justement se bat contre cette vision en disant bah oui mais vous voulez des robots ou vous voulez des gens créatifs? Lui il veut autour de lui des gens créatifs. Il veut autour de lui des gens créatifs. Moi aujourd'hui c'est pas ma vision, j'externalise en fait toutes les tâches qui sont pas du ressort de la créativité, mais plus des tâches un petit peu plus mécaniques, un petit peu plus répétables si tu veux, et qui sont justement extrêmement, qui se prêtent vraiment beaucoup à la procédurisation, donc le fait de décrire la tâche. Et le gros avantage de alors il y a des inconvénients à cette approche bien sûr, mais le gros avantage de cette approche c'est que moi je dis à mes prestataires, vous suivez la procédure, si vous suivez la procédure et qu'il y a une erreur qui est produite, eh ben, ça veut dire que c'est la faute de la procédure, donc il suffit de l'améliorer, et puis la prochaine fois ça ne se produira plus. Tandis que si vous ne suivez pas la procédure et vous faites une erreur, c'est de votre faute. Et là, il y a une sanction? Bon, quand ça arrive, c'est très rare. Donc, voilà, on est tous humains, ça arrive de faire des erreurs. Donc je n'ai pas fait de sanction particulière là-dessus, mais c'est intéressant cette approche parce que, en fait, rapidement, la procédure devient parfaite. Puisque les erreurs sont détectées assez vite. Et dès que tu vois qu'il y a une erreur, tu te dis bah attends, je vais regarder la procédure. Ah bah oui, ici on a oublié un truc. Et hop, tu le mets et puis ça ne se reproduit plus jamais. Ou alors, de temps en temps, quand la personne n'a pas suivi la procédure. Bon, évidemment, tu peux pas, tout n'est pas procédurisable, tout n'est pas externalisable de cette manière-là, mais toutes les tâches répétitives, mécaniques, etc., qui n'ont pas une créativité particulière, sont très facilement décrites dans ce genre de choses. Et donc c'est l'approche de Work the System. Et le but finalement c'est quoi? C'est tout simplement de mettre sur un support écrit ce que tu as dans ta tête. Donc, Samuel Carpenter dans son livre parle de son expérience. Il avait créé une boîte de gestion d'un centre téléphonique, de gestion d'appels. Voilà, un centre d'appel. Et il travaillait comme un fou, comme beaucoup d'entrepreneurs finalement, il travaillait comme un fou, il n'en pouvait plus.